Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos de maths sociaux. Oui, le programme est plus ou moins long maintenant. S'il vous plaît, trouvez-moi un meilleur, je vous en supplie. Aujourd'hui, on va parler de la question du concernisme. Et tout d'abord, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que ça veut dire, l'épisode aurait pu porter d'autres titres. Il aurait pu s'appeler l'épisode sur la politique de l'identité, ou les identity politics, plus précisément. Et il aurait aussi pu s'appeler quelle est l'importance de la parole des concernés, par exemple, typiquement, ou la parole des concernés dans nos mouvements. En fait, c'est là où on revient à la chose, le concernisme, en réalité, est la version bâtardisée, exagérée, euh, plutôt nocive politiquement de tout ce qui découle de la question de la parole des concernés et de la politique de l'identité. Bien sûr, ça n'est pas un terme scientifique, ça n'est pas un terme qui a une définition précise, c'est un terme qu'on utilise surtout principalement sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler de ce type de dérive. Euh, Cependant, on va voir que d'une part, c'est un peu dur de déterminer les limites de la dérive, où est-ce qu'elle commence, et en plus que souvent, on a tendance à ne pas forcément prendre en compte toutes les formes que peuvent prendre cette dérive. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler un peu en deux étapes. D'un premier côté, on va parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, autour de ces questions, autour de la politique de l'identité, autour de comment accueillir la parole des concernés, qui parle, pourquoi est-ce que ça s'est autant développé, surtout sur Twitter, pardon. Et dans un deuxième temps, on va parler de manière un peu plus globale de la question, notamment en s'aidant du livre Elite Capture, Capture des élites d'Olufemi Otaiwo, puisque cette question de la politique d'identité des concernés est intrinsèquement liée à celle de la capture par les élites. Donc pour pouvoir commencer, j'aimerais revenir faire un point sur la question de la politique d'identité. La politique d'identité, les identity politics, sont une praxis, donc une théorie mise en pratique immédiatement, une théorie construite avec l'idée d'être mise en pratique et dont la mise en pratique influence sur la forme de la théorie, c'est ça une praxis. Donc la politique d'identité est une praxis développée par un groupe qui s'appelle le Combahee River Collective, dont faisaient partie, par exemple, des penseuses comme Audre Lorde, et qui était composée de femmes noires, pauvres et lesbiennes, qui n'arrivaient pas à se retrouver dans les mouvements des années 70 qui les entouraient à l'époque. Notamment, c'était des femmes qui avaient été militantes au cours de leur vie, qui avaient fait partie de groupes de militantisme pour les droits civiques, principalement autour des questions de race, où elles ne retrouvaient pas la parole et les questions des femmes interrogées, euh, ou sinon, qui, quand elles allaient vers les mouvements féministes, plus précisément les mouvements féministes lesbiens, c'était des questions qui les intéressaient en tant qu'LGBT, elles ne retrouvaient pas la question de la race et de comment est-ce que le fait d'être noir influençait le fait de vivre en tant que femme LGBT et le rapport aux hommes, notamment, eux aussi noirs, qui n'étaient pas prises en compte dans ces différents mouvements. Donc, elles ont établi un manifeste, un traité, la lettre du Combahee River Collective, où elles établissent qu'en tant que femmes noires, pauvres et lesbiennes, elles ne peuvent abandonner aucune de ces identités dans la politique qu'elles font. Et que toute pratique politique qu'elles auraient serait forcément influencée par ces différentes identités.
on revient sur le fait qu'une identité, au-delà d'être un marqueur, c'est une réalité matérielle. Donc, ce qu'elles disent, et c'est là où on commence à aller pleinement sur la question de la parole des concernés, ce qu'elles disent, c'est que une personne concernée par un certain type de domination a besoin, dans sa mobilisation politique, de pouvoir parler de la réalité, de l'intersection à laquelle il vit. L'intersection, c'est-à-dire l'accumulation de différentes conditions sociales que la personne occupe. C'est d'autant plus important si l'accumulation de ces conditions sociales sont des vulnérabilités, le fait d'être une femme, le fait d'être noire, le fait d'être lesbienne, le fait d'être pauvre, ce ne sont que des vulnérabilités sur chacune de ces hiérarchies. Mais typiquement, ces femmes étaient, d'une manière générale, par exemple, valides. Donc, ça n'est pas un concours à qui cumule le plus, c'est simplement le fait de pouvoir dire que quand on est concerné par un certain nombre de dominations qui s'intersectionnent de manière unique, on a un point de vue particulier sur les questions sociales. Et là, il y a quelque chose d'important qui se fait. En fait, ce procédé est un procédé tout à fait normal dans toute étude en sciences sociales, d'interroger quelqu'un qui existe dans la réalité sociale qu'on veut interroger. Sauf que, il va avec un caveat qui est très important, celui du nombre et de la répétition. On s'intéresse aux phénomènes sociaux, aux réalités sociales, aux conditions sociales, pardon, pas aux conditions sociales, c'était aux faits liés à une condition sociale qui se répètent le plus et qui reviennent le plus à certaines intersections. C'est à ça que sert la parole des concernés. C'est au fait de pouvoir repérer quelles sont les réalités sociales qui, globalement, permettent de définir une certaine condition sociale. Et donc, la parole des concernés trouve toute sa valeur dans le nombre, dans la répétition, dans le fait qu'on recroise des discours qui font ressortir des réalités similaires et que des réalités similaires au sein d'une condition sociale et qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui permettent donc de déterminer la particularité de cette condition sociale. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux au début des années 2010, notamment sur Twitter, c'est l'apparition d'un certain nombre de discours qui reviennent sur des bases de la réalité du racisme et des bases de la réalité des dynamiques de genre et de l'intersection des dynamiques de genre et de racisme. Typiquement, le grand combat contre les classes first avec les intersectionnels qui consistait simplement à dire que alors, je vais mettre des grands guillemets entre positions de classe parce qu'en fait on parle simplement de revenus et plus ou moins de la position dans l'organisation de la production, mais étant donné, enfin, d'une manière très tronquée. Donc d'un côté, les personnes qui mettraient en avant la classe, entre guillemets, en réalité on parle simplement de réalité purement économique financière, et de l'autre, donc, les intersectionnaires, entre guillemets, parce que on ne s'est jamais réellement présenté comme ça, c'est simplement qu'on s'attachait à la méthode intersectionnaire, qui, eux, disaient que si on voulait avoir une vision globale de la réalité sociale, si on voulait pouvoir se battre d'une manière qui soit pertinente, il fallait que l'on écoute l'ensemble des personnes qui cumulaient d'autres formes de domination, et que c'est pour ça que la parole des concernés était importante, parce qu'elle avait quelque chose à apporter dans le nombre, dans la répétition, qu'elle avait quelque chose d'important à nous rapporter sur comment est-ce qu'on vit une situation de pauvreté de manière différente selon qu'on soit blanc ou noir, comment est-ce que le racisme systémique se manifeste, etc.
Là où il y a eu un glissement qui s'est opéré, précisément sur les réseaux sociaux, on va voir tout à l'heure que le phénomène est à peu près similaire dans le monde réel, mais pas exactement, c'est que il y a un double phénomène qui s'est provoqué sur les réseaux sociaux. Le fait qu'un certain nombre de groupes se soient formés autour de ces questions, identitaires principalement, le fait de dire qu'ils étaient concernés à cause d'un ensemble de données identitaires et non plus euh, une réalité partagée, une condition sociale partagée réellement, puisqu'il ne s'agissait plus de faire un discours positif sur notre réalité sociale, mais de créer des systèmes de défense face au harcèlement de personnes de droite, de classe first, de rouge-brun, etc. Le fait d'avoir besoin de créer des solidarités pour pouvoir se défendre vis-à-vis de ces harcèlements-là a commencé à étioler le sens de concerné et de la parole de concerné. On n'était déjà plus sur un acte politique, on était sur, un acte politique positif, on était sur un acte politique de défense. À ce moment-là, l'identité, quand elle commence à s'étioler, quand elle commence à ne plus être liée pleinement à un discours sur la matérialité de la chose, on commence à ne plus trop savoir ce qu'il y a derrière, et c'est dangereux notamment avec avec la race, précisément parce que on a tendance à nous-mêmes essentialiser, nous-mêmes racisés, à essentialiser nos races et notre position raciale. On a tendance à considérer que la race est quelque chose qui ne va pas être dépassé, que c'est quelque chose qui est en nous, littéralement c'est sur notre peau, et que tout ce qu'on peut faire, c'est opérer à l'intérieur de ce système raciste, et que de toute façon, il a toujours existé, et que ce sont des identités plus ou moins inamovibles et qu'on peut se défendre sur la base de ces identités-là. Ce qui leur fait perdre tout leur caractère matériel et opérant réellement. Et l'autre chose qui va radicalement faire changer le sens de la chose et nous amener réellement vers le concernisme, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, c'est le passage d'un effort collectif à un effort individuel. Le fait d'être une personne concernée est devenu un moyen de faire valider son expérience individuelle vis-à-vis d'un autre interlocuteur. Quoi qu'il arrive, quel que soit le scope de la discussion, même quand la personne peut présenter, elle, de son côté, des faits plus collectifs, plus larges, la personne en face qui aura le pouvoir de dire je suis concerné et en plus qui aura le pouvoir de mobiliser son identité sur le réseau social va prendre l'ascendant dans la discussion. Et ça, c'est le mode d'expression principal du concernisme, notamment sur Twitter. Ça existe sur tous les réseaux sociaux, vu que c'est un mélange entre une réalité sociale qui se retrouve plus largement, on va en discuter, et les dynamiques de groupe qui se forment sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas spécifique au groupe qui parlait de paroles déconcernées, ça apparaît dans tous les groupes, c'est même comme ça que le groupe masculiniste se forme sur Internet. J'aimerais faire un aparté aussi assez important, parce que cette histoire de parole déconcernée et de valeur absolue de la parole déconcernée a eu un effet encore plus délétère qui a été de valider et de justifier du racisme entre racisés. Étant donné qu'on avait pris l'habitude notamment sur les discussions de race, d'utiliser ce type d'argument simplement pour clore les discussions avec les blancs, on a oublié que la raison pour laquelle on pouvait le faire avec les blancs, c'est que ce qui définit un blanc, c'est qu'il est en position de domination dans la hiérarchie socio-raciale. C'est ça qui le définit, pas sa pigmentation. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir des conflits entre groupes racisés qui utilisent
et mobilisent leur identité pour pouvoir être racistes envers d'autres groupes racisés, et qui donc, d'une certaine manière, confondent le fait que les blancs ne puissent pas être racistes avec eux, ou que eux ne puissent pas être racistes avec les blancs, plutôt ça, le fait qu'ils ne puissent pas être racistes avec les blancs, avec le fait qu'ils ne puissent être racistes avec personne, parce qu'ils sont concernés. Voilà. C'est les plus concernés par le racisme, ils sont concernés par le racisme, donc ils ne peuvent être concernés par personne. C'est faux. Toute personne renforce les structures de pouvoir dont il fait partie, sauf si il agit contre. C'est pas parce que vous vous faites écraser par une structure de pouvoir que vous ne pouvez pas renforcer cette structure de pouvoir par vos actes. Donc, quand vous faites du racisme contre une personne racisée, vous renforcez la hiérarchie de pouvoir raciste, comme Samuel Jackson dans Django. C'est exactement la même chose. Maintenant, pour pouvoir passer à la question dans le monde réel, d'une manière plus globale. Là, je me repose beaucoup sur les différents points que fait ressortir Olufemi Otayo dans Elite Capture, qui est globalement un livre sur le concernisme, sauf qu'il se concentre sur la manière dont, en politique, la question de la parole des concernés s'est transformée en fabrique à élite qui occupe l'espace d'expression à l'intérieur des groupes vulnérables. Donc, des élites de noirs à l'intérieur des noirs, pour parler pour tous les noirs. Mais on va détailler. Donc, on peut poser la chose en 3 problèmes précis différents. Le premier problème, il est très simple, c'est qu'en fait, quand on donne une valeur absolue à la parole des concernés et qu'on la sort de son cadre collectif, on arrête de faire attention à quel concerné, entre guillemets, on met en avant. Et notamment les autres intersections qu'occupe la personne concernée. Typiquement, sur la question de race ou de genre, on va de moins en moins faire attention à la classe de la personne. Alors j'utilise encore une fois classe comme étant un raccourci, excusez-moi, comme étant un raccourci de situation financière, mais en réalité, quand on se retrouve avec un groupe de personnes qui a une position de domination et d'avantage, une position qui vous permet de se rapprocher des espaces de parole, des espaces publics, qui a la bonne manière de parler, qui a la bonne manière de mobiliser, parce que même nous, hein, c'est important pour nous en tant que racisés, la bonne manière de parler, entre guillemets. Qui a la bonne manière de parler, la bonne manière de se présenter, etc., ben, la personne va avoir tendance à prendre cette place. La question, c'est à quel moment est-ce que le porte-parole arrête de parler pour tout le monde, justement parce que le porte-parole, il n'est pas concerné par tout. Le porte-parole n'est pas concerné par tout et parfois, il n'est même pas dans la situation la plus fréquente pour les personnes pour qu'ils s'expriment. Typiquement, encore une fois, en revenant à la race, une personne qui, en tant que personne racisée, en France typiquement noire ou arabe, a un poste de cadre, a un niveau d'éducation de cadre, et cherche à être porte-parole du groupe auquel il appartient au nom de sa racisation, sans jamais interroger sa position, cette personne, en réalité, ne parle qu'en son nom, ou en tout cas au nom de son groupe. Ce qui est d'autant plus dangereux, parce que du coup, tout ce que cette personne va mettre en avant comme problème, comme solution, comme manière d'aborder les questions, eh bien, ça sera considéré comme étant ce qui est bon pour les Noirs, ce qui est bon pour les Arabes, et on efface complètement le fait qu'en réalité, cette personne ne parle pas pour la masse des Noirs et des Arabes. Pareil pour les femmes, des femmes bourgeoises sur les plateaux télé, à chaque fois qu'elles expriment comme étant féministes, entre guillemets, des questions qui en réalité sont profondément réactionnaires et qui concernent principalement leur classe et qui ne peuvent absolument pas s'appliquer aux autres
aux autres classes, aux autres femmes dans d'autres classes qu'elles occupent beaucoup plus, des classes subalternes. Elle masque et efface ces autres discours. Typiquement, c'est en grande partie à ça que l'intersectionnalité sert, au fait de faire ressortir les discours les plus vulnérables. Et quand on a une femme blanche, bourgeoise, qui se présente pour pouvoir avoir un discours au nom de toutes les femmes, on lui rappelle que si elle ne tient pas en compte au moment où elle parle des expériences qu'elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas parler au nom de toutes les femmes. C'est à ça que sert l'intersectionnalité. Le deuxième problème, c'est pour qui est-ce que le discours il est construit? Parce que justement, pour pouvoir devenir porte-parole, pour pouvoir être mis en avant, pour pouvoir dire qu'on est la voix des concernés, il faut avoir de l'espace public, un espace de parole, un espace où les gens vont nous trouver, un espace où les gens vont nous écouter. Et ces espaces-là sont contrôlés par des personnes qui ont plus de pouvoir. Donc, si on parle de race, des personnes blanches, si on parle de genre, des hommes, typiquement, en général, des hommes blancs. Alors, il y a différents niveaux de la chose. Si on parle de grandes chaînes, de choses de ce type-là, on parle d'hommes blancs riches en général. À gauche, étant donné qu'on est plutôt sur des médias indépendants, on passe par les réseaux sociaux, on passe par YouTube, etc. Il s'agira simplement de ceux qui étaient avant, qui avaient la plus grande plateforme, qui avaient le plus de place, en grande partie grâce à leur position d'homme blanc, et qui vont utiliser cette position pour pouvoir relayer certaines personnes. Donc le deuxième gros problème du concernisme dans le monde réel, c'est justement cette question de savoir comment est-ce que les discours des concernés, entre guillemets, sont adaptés pour pouvoir plaire aux personnes qui les relaient, ou alors, de manière plus magnanime, comment les personnes qui les relaient sans être capables eux-mêmes de faire le tri dedans, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de savoir est-ce qu'il y a une parole contradictoire à l'intérieur de la communauté des concernés, de savoir est-ce qu'ils sont pas en train de relayer une vision minoritaire qui simplement correspond à l'image qu'ils ont de ce groupe. Globalement, le fait que cette pratique du fait de relayer la parole des concernés de manière immédiate en se disant que on fait forcément quelque chose de bien, sans interroger les dynamiques derrière, sans interroger en réalité quelle est la personne qu'on est en train de relayer, eh ben ça peut, et très souvent, ça reproduit la hiérarchie de domination. Ça reproduit les choses sur lesquelles elle repose. Parce que on n'interroge pas comment est-ce qu'on est tombé sur le discours qu'on est en train de relayer. On n'interroge pas les angles morts du discours qu'on est en train de relayer. On n'interroge pas est-ce qu'il y a des personnes à l'intérieur du groupe de concernés qui critiquent la chose. Et surtout, on n'interroge pas est-ce qu'on n'est pas en train d'exclure du groupe des concernés les personnes qui ne tiennent pas le même discours. Parce que ça marche un peu comme ça. Si un concerné tient X discours, les personnes qui tiennent Y discours ne sont pas concernées. Voilà. Le troisième problème, alors ça c'est mon analyse, ça ne vient pas du livre d'Olufemi Otaïwo, c'est celui que ce concernisme, cette politique de l'identité, quand elle atteint son stade libéral, son stade où il s'agit de montrer une forme d'esthétique, où il s'agit de proclamer son identité, plus que de parler des réalités matérielles qu'il y a derrière, eh ben, cette forme libérale de l'identité, quand on ne parle plus de la matérialité des choses, elle se transforme en jeu de distinction. La distinction au sens sociologique du terme, au sens de Bourdieu du terme, où pour les personnes qui ont du pouvoir, il s'agira de montrer que leurs critères sociaux sont les bons, la norme, ce qu'il faudrait essayer d'atteindre, mais qu'en même temps la majorité des gens ne pourront pas atteindre et qui leur permettent de se distinguer des autres. Donc, typiquement, dans notre situation,
ça prend la forme de la distinction par le capital culturel. Les groupes euh, qui sont les mieux dotés en capital culturel parmi les groupes vulnérables, en général, ça va aussi avec le capital économique et avec le capital social, vont mettre un point d'orgue à exiger que les personnes aient le même capital culturel qu'elles pour pouvoir s'allier avec elles, pour pouvoir les considérer comme étant concernées. Typiquement, c'est ça que certaines personnes appellent de la pureté militante. Euh, En vrai, il s'agit de processus de distinction individuelle. Ça n'a rien à voir avec le collectif, ça n'a rien à voir avec le fait de désigner ce qui empêche un collectif de déconstruire la hiérarchie sociale. Ça n'a rien à voir avec le fait de pointer les problèmes dans un collectif, ça a simplement à voir avec le fait de justifier de ne pas se rapprocher d'un tel collectif. Et là-dessus, je pense notamment, par exemple, aux groupes aux Antilles qui portent actuellement un discours plus autonomiste, qui, d'une certaine manière, vient d'une partie des discours de retour à la Terre, mais aussi pour une autre partie d'une forme d'essentialisation de la race noire et de la condition de coloniser, qui va aussi avec des réflexes masculinistes, etc. Le fait que ces groupes, les derniers que j'évoque, les groupes masculinistes, essentialistes, etc., apparaissent au sein des mouvements autonomistes, permet à certaines personnes, en général, dans une position plus privilégiée, dans une position de capital économique plus élevée, en proportion plus blanche que le reste de la population, de dire qu'ils ne n'iront pas dans le sens du mouvement plus général. C'est un peu aussi comme dire, par exemple, de manière stricte, ouais, mais je serais pas propal parce que il y a des antisèmes chez les propos. Exactement. C'est la même chose. Ce qui n'est pas la même chose que ce dont on va parler maintenant, qui est l'inverse. Pour des groupes qui se considéreraient comme privés de capital culturel ou privés de capital économique, ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est une question de perception aussi, un peu comme le déclassement, qui, eux, cherchent la distinction du premier groupe en renforçant toutes les choses qui énervent le premier groupe, au point que ça devienne des piliers essentiels de leur politique. Donc, on va se mettre en posture de rejet de ce qu'on a construit comme étant la position des personnes qui ont un fort capital culturel. Donc on va défendre des positions de rejet, d'ouverture à un modèle qui ne soit pas hétéronormatif. On va rejeter toute ouverture à un modèle de remise en question des rapports de genre. On va rejeter comme étant irréaliste ou quelque chose de blanc ou quelque chose de riche, la lutte antipsychiatrique ou la lutte antivalidiste. En réalité, ce sont des processus de distraction avant tout. Des fois même, on dit que ce sont des sujets qui sont tout à fait importants, simplement on ne s'en occupe pas soi-même. Ce qu'on a tout à fait le droit de faire, c'est qu'il y a une différence entre ne pas être en train de militer pour un sujet et laisser pulluler des angles morts de manière à se distinguer d'un autre groupe. Il y a une vraie différence entre les deux. Et de la même manière, il y a une grosse différence entre ne pas se rallier à un groupe parce que ces angles morts forment de vrais problèmes dans leur praxis, dans leur approche des problèmes, dans quels problèmes ils décident de traiter,
dans la manière dont ils décident de les traiter, et le fait de ne pas supporter une cause ou de ne pas supporter un ensemble de mouvements ou une coalition parce que certaines personnes de ce mouvement-là n'ont pas le package complet d'idées qu'il faudra avoir. Pour pouvoir résumer, quand les identités ne reposent plus pleinement sur les conditions sociales qu'il y a derrière, quand on ne parle plus d'exploitation, quand on ne parle plus de reproduction sociale à la maison, quand on ne parle plus d'hétéronormativité et des effets physiques que ça a sur les personnes, les identités se transforment en carte de présentation. Et c'est un processus qui est observé socialement dans notre société. Quand on commence à se construire comme ça, on recherche la distinction des groupes qu'on trouve comme étant négatifs, mauvais, etc. Parce qu'on se crée toujours, quand on a une identité, on se crée toujours entre un nous et un eux. Normalement, à gauche, notre projet devrait être de faire en sorte que le eux contienne les personnes qui veulent reproduire les structures de pouvoir, nous écraser, ou qui aident ceux qui veulent le faire à le faire. Le souci, quand on a des identités qui ne sont pas basées sur du matériel, c'est que le nous devient très rapidement une liste complètement arbitraire de critères identitaires qui en général correspondent simplement aux premières personnes qui ont formé le groupe ou aux personnes dans le groupe qui ont le plus de pouvoir. Et le eux correspond à ce dont on décide de se distinguer, tout simplement. Donc ceux qui seraient trop woke, ou trop pipou, ou tout ce qu'on aurait décidé qu'il serait trop, on décide de s'en distinguer, quoi qu'il fasse. Je vais finir, parce que ça fait un petit moment quand même. En conclusion, tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est que être concerné par une situation de vulnérabilité, et là je reprends les mots d'Olufemi Otaïwo, c'est avant tout être traumatisé, en réalité. Euh, la réalité matérielle des différentes vulnérabilités, c'est celle d'une accumulation de traumas, in fine. La réalité matérielle au niveau individuel. Et ce que nous dit Olufemi Otaïwo, et avec lequel je suis parfaitement d'accord, c'est que le trauma est un piètre professeur. Et donc il ne fait certainement pas argument d'autorité. La parole des concernés trouve son intérêt dans le nombre, dans le collectif, construit autour de réalités matérielles perceptibles, et pas simplement autour du fait de se proclamer comme faisant partie d'un groupe. Sinon, en réalité, on fait reposer notre savoir sur du trauma. Et le trauma, c'est pas du savoir pur, c'est du savoir biaisé. Bien sûr, ça peut nous apporter une vision des choses que les personnes qui n'ont pas subi ce trauma n'ont pas. Mais c'est important aussi de le recouper avec la vision des choses des autres personnes qui ont subi ce trauma pour que ça ait une vraie valeur comme discours politique. Et je vais finir sur ce point vraiment essentiel. Le seul moyen de garder une forme de cohérence stratégique entre les différents groupes, ce qui est nécessaire pour arriver à toute forme de projet de libération, parce que on ne crée pas de meilleures conditions, on ne va pas détruire le capitalisme racial, ce qui est quand même l'objectif, et même si vous êtes réformiste, ça doit être votre objectif, ça doit être votre point de repère, chacun de vos actes doit vous amener vers là. On ne va pas détruire le capitalisme racial en reproduisant les hiérarchies de pouvoir de manière à nous servir nous-mêmes. Et le seul moyen de se protéger contre ça, peut-être pas le seul, le plus efficace, de se protéger contre ça, c'est de garder en tête, d'une part, que le point de vue des concernés, c'est une question collective, matérielle, et surtout
que nous, en tant qu'individus, et les mouvements d'une manière plus générale, leur priorité doit toujours être de penser au point de vue des concernés plus vulnérables qu'eux-mêmes. On ne doit pas partir de son point de vue de concerné pour pouvoir construire sa position politique ou pour pouvoir construire quelque chose qui va justement au-delà de nous. Pour pouvoir construire quelque chose qui va au-delà de nous, quelque chose qui puisse avoir de la masse, quelque chose qui puisse nous faire bouger, quelque chose qui puisse construire quelque chose, et il faut qu'on aille au-delà de nous. Et aller au-delà de nous d'une manière positive, quand on est de gauche, quand on veut un meilleur monde pour les personnes racisées, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes vulnérables, eh bien, on fait l'effort de prendre le point de vue des personnes plus vulnérables que soi. Si je suis un homme, je fais l'effort de partir du point de vue d'une femme. Si je suis un blanc, je fais l'effort de partir du point de vue des racisés, etc., etc., etc. Et quand on dit je fais l'effort de partir du point de vue des femmes, des racisés, des on parle de ce qu'ils disent de leur réalité matérielle, de ce qu'on peut en observer, pas simplement du discours d'une personne ou d'un petit groupe de personnes qu'on aura désigné comme étant concernées. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et bonne semaine à vous tous.